lui a dit qu'elle ne valait rien. On lui a dit qu'elle était née pour servir. Pendant que toutes les autres filles au bal de la lune de sang se battaient pour attirer l'attention du roi Alpha, Sarafina était dans la boue, nettoyant les plaies d'une mendiante sur laquelle tout le monde avait craché. Elle ne l'a pas fait pour une récompense. Elle ne l'a pas fait pour la reconnaissance. Elle l'a fait parce qu'elle savait ce que c'était que d'être invisible. Mais Sarafina ne savait pas que la vieille femme fragile qui tremblait dans ses bras n'était pas du tout une mendiante. C'était la femme la plus puissante du monde des loups-garous, la mère du roi Alpha, portée disparue depuis 20 ans. Et le roi, lui, observait. La pluie à Seattle était incessante, spécialement conçue, semblait-il, pour s'infiltrer à travers les fines semelles des baskets en toile usée de Sarafina. Elle ne courait pas. Elle avançait péniblement. Les lourdes housses à vêtements suspendues à son épaule lui labouraient la clavicule, laissant des marques rouges et irritées qui se transformeraient probablement en bleu d'ici le matin. Plus vite, espèce de déchet inutile. Si l'humidité abîme la soie, je te ferai la peau, crissa la voix depuis la banquette arrière de la Mercedes noire à l'arrêt. Lydia, la Luna de la meute de Silver Creek, n'aimait pas attendre. À côté d'elle était assise sa fille, Bianca, qui vérifiait son maquillage dans le miroir du pare-soleil, indifférente au fait que Sarafina transportait pour $3000 de robe sur mesure sous un orage. « J'arrive, Luna Lydia », murmura Sarafina, bien que le vent emportât sa voix. Elle atteignit la voiture, à bout de souffle, et déposa soigneusement les housses dans le coffre. Avant qu'elle ne puisse le fermer, Bianca se pencha, sa main parfaitement manucurée, agrippant une tasse de latte à moitié vide. Avec un ricanement qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux bleus et froids, elle versa le café sucré tiède sur le trottoir, éclaboussant les tibias de Sarafina. « Oups !» dit Bianca, sa voix dégoulinant d'une fausse sympathie. « Quelle maladroite je fais. Tu ferais mieux de te nettoyer, Sarafina. Tu sens le chien mouillé et la caféine bon marché. On ne peut pas te laisser nous faire honte au rassemblement ce soir. »« J'y vais ?» demanda Sarafina, se figeant, son cœur martelant ses côtes. Depuis 3 ans, depuis la mort de ses parents dans la guerre des renégats et la prise de contrôle de la meute par Lydia, Sarafina avait été rétrogradée de louve de rang à servante glorifiée. Les Omégas n'allaient pas au grand rassemblement. Les Omégas restaient au sous-sol à récurer les sols. Lydia éclata de rire, un son sec, aboyant. « Ah, ma chérie, tu ne participes pas. Le roi Alpha Kiran organise le bal pour trouver une compagne. Chaque meute est tenue d'amener son personnel de service pour gérer le surplus. Tu feras la vaisselle et tu garderas les manteaux. Ne te fais pas d'idée. » L'espoir dans la poitrine de Sarafina se brisa, mais elle garda un visage impassible. « Oui, Luna, monte à l'avant, » ordonna Lydia, et ne toucha à rien. Alors que la voiture filait vers le domaine Valencia, le terrain neutre où la meute royale tenait ses événements, Sarafina regardait par la fenêtre. Elle avait 21 ans. Elle ne s'était pas encore transformée. Dans le monde des loups-garous, si vous ne vous transformiez pas avant 20 ans, vous étiez souvent considéré comme sans loup ou défectueux. C'était le dernier clou dans son cercueil. Pas de loup, pas de statue, pas de famille. Elle avait entendu les rumeurs sur le roi Alpha Kiran. On l'appelait le boucher silencieux. Il avait pris le trône il y a 5 ans après l'assassinat de son père. Il était impitoyable, froid et efficace. Mais les tabloïds se concentraient sur autre chose. Son obsession à retrouver sa mère, la reine Daaja Isidora, qui avait disparu pendant le coup d'État qui a tué son père. Certains disaient qu'elle était morte, d'autres qu'elle était devenue folle et s'était enfuie dans la nature. Sarafina se fichait des rois ou des reines. Elle voulait juste survivre à la nuit sans que Lydia ne trouve une raison de l'enfermer à nouveau dans la cave. Quand ils arrivèrent au domaine Valente, la grandeur était suffocante. Des lustres de la taille de petites voitures pendèrent du plafond du grand hall. L'odeur était écrasante. Un mélange de phéromones coûteuses, de venaison rôtie et de la saveur métallique du pouvoir. Les loups alpha de tout le territoire nord-américain paradaient, le torse bombé. « Pas à l'entrée de service » siffla Bianca, lui jetant son manteau dans les bras. « Et si tu vois l'Alpha Colton de la meute de Red River, dis-lui que je porte la robe rouge. » Sarafina inclina la tête et s'éclipsa, devenant invisible. C'était son super pouvoir. Elle était le fantôme dans la machine. Elle trouva la responsable du service de traiteur, une femme humaine surmenée nommée Madame Higgins, et fut immédiatement assignée à la terrasse extérieure. « Il gèle dehors », s'excusa Madame Higgins. « Mais les chauffages sont défaillants, et nous avons besoin de quelqu'un pour débarrasser les verres pour les fumeurs. Tiens, voilà un blazer. » Le blazer était 2 tailles trop grand. Mais Sarafina était reconnaissante pour la chaleur. Elle attrapa un plateau et sortit dans l'air glacial de la nuit.
La terrasse était moins bondée. Des loups de haut rang se tenaient en petits groupes, fumant des cigares et se vantant de leur ligne de territoire. Sarafina se déplaçait en silence, ramassant les flûtes vides. Elle était près du bord du jardin, où les haies taillées rencontraient la forêt sombre et dense quand elle l'entendit. Une toux, humide, râpeuse et douloureuse. Sarafina s'arrêta. La plupart des loups l'ignoreraient. La faiblesse était méprisée dans leur culture. Mais la mère de Sarafina lui avait appris différemment avant de mourir. La force ne réside pas dans la force de ta morsure, Sarah. Elle réside dans ceux que tu protèges. Elle suivit le son. Caché dans l'ombre d'un grand chêne, affalé contre l'écorce rugueuse, se trouvait un tas de haillons. Non, pas des haillons. Une femme. Elle paraissait très âgée. Ses cheveux gris étaient emmêlés de feuilles et de boue. Sa peau était fine comme du papier, révélant les veines bleues en dessous. Elle portait un manteau de laine en lambeaux qui sentait le moisi et la vieille terre. Elle frissonnait si violemment que ses dents claquaient de manière audible. Sarafina regarda de nouveau vers la terrasse. Un groupe de jeunes alphas, dont un certain Trump qui l'avait tourmenté au lycée, se tenait à seulement 20 pieds de là, en riant. Il devait la voir. Il s'en fichait, tout simplement. Sarafina laissa tomber son plateau sur un banc de jardin. Elle ne se souciait plus du travail. Elle se précipita et s'agenouilla dans la boue, ruinant sa seule paire de collants noirs. « Madame », murmura Sarafina en tendant la main. « Pouvez-vous m'entendre » La vieille femme tressaillit, reculant comme si elle s'attendait à un coup. Ses yeux étaient voilés par la cataracte, laiteux et sans focus. « Non, s'il vous plaît, je ne l'ai pas volé, je ne l'ai pas fait. Vous allez bien » roucoula Sarafina, sa voix baissant à un murmure apaisant. « Je ne vais pas vous faire de mal. Vous êtes gelé. Froid ?» La femme râla. « Si froid. Mon garçon. Je dois trouver mon garçon. »« Nous le trouverons, » promit Sarafina, bien qu'elle doutât que cette femme ait quelqu'un ici. C'était un gala de milliardaires. Cette femme semblait sortie d'un livre d'histoire sur la Grande Dépression. Sarafina n'hésita pas. Elle enleva le blazer de service trop grand. Elle se retrouva juste dans sa fine blouse blanche, le vent mordant immédiatement sa peau. Mais elle enveloppa la veste autour des épaules frêles de la vieille femme. « Hé, toi !» La servante. Sarafina se figea. Elle leva les yeux et vit Bianca debout sur les marches de la terrasse, flanquée de 2 autres filles de haut rang, Tiffany et Chloé. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» hurla Bianca, faisant tourner les têtes. « Cette chose est une renégate, une intruse. Tu la serres dans tes bras. Elle est malade, Bianca, » dit Sarafina en se levant, mais en gardant son corps entre la vieille femme et sa demi-sœur. « Elle a besoin d'un médecin. Regarde-la. »« Ah, elle a besoin d'être abattue, » rit Tiffany en sirotant son champagne. « Mon Dieu, l'odeur arrive jusqu'ici. Appelez la sécurité. Dites-leur qu'on a un rat dans le jardin. »« Non, » lança Sarafina. La force de sa propre voix la surprit. « C'est une aînée. Où est votre honneur ?» Le visage de Bianca devint rouge. Une oméga qui répondait en public. Elle descendit les marches, ses talons claquant sur la pierre. « Mon honneur, tu oses me parler d'honneur, espèce de monstre sans loup ?» Bianca leva la main. L'air crépita d'énergie alpha. Elle allait utiliser son commandement pour forcer Sarafina à s'agenouiller. Mais avant que Bianca ne puisse parler, la vieille femme poussa un cri de douleur, se serrant la poitrine. Sarafina ignora complètement Bianca. Elle se laissa retomber à genoux, attirant la vieille femme sur ses genoux. « Respirez, respirez juste avec moi, restez avec moi. » Elle commença à frotter les mains glacées de la femme, essayant de lui transférer sa propre chaleur corporelle. « Éloigne-toi d'elle !» cria Bianca, réalisant qu'on l'ignorait. Elle lança son talon aiguille pointu, visant la jambe de la vieille femme. Sarafina vit le coup arriver. L'instinct prit le dessus. Elle jeta son corps sur la vieille femme, recevant le talon pointu de la chaussure directement dans les côtes. Crac! La douleur explosa dans le flanc de Sarafina, lui coupant le souffle. Elle haleta, se recroquevillant davantage autour de l'inconnu. « Tu es pathétique !» cracha Bianca. « La sécurité arrive. J'espère qu'ils vous jetteront toutes les 2 au cachot. » Bianca se retourna et retourna à la fête en trombe, ses amis ricanant derrière elle. Sarafina gémit, goûtant le cuivre dans sa bouche. Ses côtes étaient définitivement cassées, mais elle baissa les yeux sur la vieille femme. La femme la regardait, et pendant une seconde, le voile laiteux dans ses yeux sembla s'éclaircir. Il y avait une acuité là, une intelligence. « Pourquoi ?» murmura la vieille femme. « Pourquoi encaisser le coup ?» Sarafina réussit un faible sourire douloureux. « Parce que vous êtes la mère de quelqu'un. Et si ma mère était là, je voudrais que quelqu'un fasse la même chose pour elle. » La main de la vieille femme, étonnamment forte,
agrippa le poignet de Sarafina. « Quel est ton nom, enfant ?»« Sarafina, Sarafina. » La femme testa le nom, hochant lentement la tête. « Celle qui brûle, l'ange. » Soudain, la musique à l'intérieur du grand hall s'arrêta. Le bavardage cessa instantanément. Un silence tomba sur tout le domaine, si lourd qu'on aurait dit que l'air avait été aspiré du monde. Les lourdes portes doubles de la terrasse s'ouvrirent, et en sortit Kiran, le roi Alpha. Kiran ne marchait pas. Il avançait d'un pas menaçant. Il était plus grand que les photos ne le laissaient apparaître, facilement 1,95 m avec de larges épaules, qui tendaient son smoking anthracite sur mesure. Ses cheveux étaient d'un noir de jet, coiffés en arrière, mais assez en désordre pour suggérer qu'il y avait passé ses mains avec frustration, mais c'étaient ses yeux qui terrifièrent les gens. Ils étaient dorés, pas de l'ambre chaud d'un loup normal, mais de l'or froid et dur d'un prédateur fixant sa proie. Il s'arrêta en haut des marches de pierre. Son bêta, un homme massif nommé Tobias, se tenait juste derrière lui, l'air anxieux. Les narines de Kiran se dilatèrent. Il inspira profondément, sa poitrine se soulevant. « Mon roi », murmura Tobias. « Quelque chose ne va pas ?»« Je le sens », grogna Kiran. Sa voix était un grondement sourd qui vibrait dans la poitrine de tous ceux qui se trouvaient à proximité. Le sang et l'ozone, la pluie. Il ne sentait pas l'orage. Il la sentait elle. En bas dans le jardin, cachée par l'ombre du chêne, Sarafina sentit une décharge électrique lui parcourir l'échine. C'était plus fort que la douleur de ses côtes cassées. C'était comme si un crochet s'était accroché à son nombril et la tirait en avant. Elle leva les yeux à travers la brèche dans les haies. Elle croisa son regard. Pendant une seconde, le monde bascula. Kiran descendit les escaliers. Il ne regarda pas les alphas qui s'inclinaient devant lui. Il ne regarda pas les femmes qui battaient des cils. Il marcha droit vers la boue, l'obscurité et l'oméga. Bianca, voyant le roi approcher, s'illumina. Elle ébouriffa rapidement ses cheveux et se plaça sur son chemin, lui bloquant la vue du jardin. « Votre Majesté » ronronna Bianca, s'abaissant dans une profonde révérence qui mettait en valeur son décolleté. « Je suis Bianca de Silver Creek. C'est un honneur de... »« Bouge » dit Kiran. Il ne la regarda même pas au visage. Il la repoussa d'un revers de main, non pas violemment, mais avec le dédain désinvolte qu'on accorde à une mouche. Bianca recula en titubant, haletante, humiliée devant toute l'élite. Kiran continua de marcher jusqu'à ce que ses chaussures en cuir italien touchent la boue. Il s'arrêta à 1 mètre de Sarafina et du tas de haillons. Le cœur de Sarafina battait si vite qu'elle crut qu'elle allait s'évanouir. Elle était à genoux dans la boue, tenant une sans-abri, et ses côtes étaient cassées. Elle avait l'air d'un désastre. Kiran la regarda de haut. Son regard était intense, analysant chaque centimètre de son visage. Puis ses yeux dérivèrent vers le blazer enroulé autour de la vieille femme. Il vit l'écusson de Silver Creek sur le revers. « Vous êtes blessé » dit Kiran. Ce n'était pas une question. « Je vais bien, votre majesté » murmura Sarafina, baissant la tête en signe de soumission. « Veuillez pardonner le dérangement. Cette femme, elle avait juste besoin d'aide. J'allais juste l'accompagner à la grille. »« La grille ?» répéta Kiran. Il fit un pas de plus. L'électricité entre eux s'intensifia. « Pourquoi porte-t-elle une veste du personnel ?»« Parce qu'elle avait froid » dit simplement Sarafina. Kiran s'accroupit. Pour un homme de sa taille, le mouvement était fluide et gracieux. Il était maintenant au niveau des yeux de Sarafina. De près, il était d'une beauté dévastatrice. Mais une cicatrice traversait son sourcil gauche, lui donnant un air dangereux. Il tendit la main. Sarafina tressaillit, s'attendant à ce qu'il la frappe pour être déplacée. Au lieu de cela, sa main plana au-dessus de sa joue. Son pouce effleura une tache de saleté. « Compagne » murmura-t-il. Le mot était si bas que Sarafina crut l'avoir imaginé, mais alors la vieille femme dans ses bras se remit à tousser, une quinte de toux violente qui secoua son corps frêle. Les yeux de Kiran passèrent de Sarafina à la vieille femme. Ses yeux dorés s'écarquillèrent. L'arrogance, la froideur, le masque royal, tout disparut en un battement de cœur. Il fixa les mains de la femme. Sur son petit doigt, caché sous des couches de crasse, se trouvait une bague. Elle était en argent simple, tordue en forme de loup chassant la lune. Kiran arrêta de respirer. « Mère !» Le murmure brisa le silence du jardin. La foule sur la terrasse haleta. Des chuchotements éclatèrent comme une traînée de poudre. « Mère !» La reine d'Aja, la folle clocharde. La vieille femme leva lentement la tête. Elle regarda l'homme puissant agenouillé dans la boue devant elle. Une larme traça un sillon net à travers la saleté sur sa joue. « Kiran !» croassa-t-elle. « Mon petit loup !» Kiran laissa échapper un son qui était à moitié sanglot, à moitié grognement. Il se fichait de son smoking. Il tomba à genoux dans la boue, enlaçant la femme frêle de ses bras massifs,
enfouissant son visage dans ses cheveux sales et emmêlés. « Je t'ai trouvé, trembla-t-il. J'ai cherché partout. J'ai brûlé des villes en te cherchant. Elle m'a sauvé, murmura la reine-mère, pointant un doigt tremblant vers Sarafina. Les autres, ils m'ont donné des coups de pied. Ils ont ri, mais celle-ci, elle a encaissé un coup pour moi. Elle m'a donné sa chaleur. » Kiran se recula lentement. Il regarda sa mère, puis il tourna lentement la tête pour regarder Sarafina. Le regard dans ses yeux avait changé. La douceur qu'il avait montrée à sa mère avait disparu. À sa place, se trouvait un feu féroce et possessif. Il se leva, dominant tout le monde. Il se pencha et, avec une fermeté douce, tira Sarafina pour la mettre debout. « Qui t'a frappé ?» exigea Kiran. Sa voix était assez forte pour être entendue par tout le rassemblement. « Ma mère a dit que tu as encaissé un coup. Qui a frappé ma compagne et ma mère ?» Le silence était assourdissant. Sarafina vacilla, la douleur dans ses côtes s'intensifiant. Elle ne pouvait pas parler. Kiran se tourna vers la foule sur la terrasse. Son aura éclata, un poids écrasant de puissance alpha qui força plusieurs personnes à s'agenouiller. « Je demanderai une fois, » rugit Kiran. « Qui leur a donné des coups de pied ?» Tous les yeux se tournèrent vers Bianca. Bianca était pâle, sa peau de la couleur de la cendre. Elle tremblait, reculant vers la porte. « Je ne savais pas, votre majesté. » Elle ressemblait à une renégate. Je protégeais la meute. « Protéger ?» Kiran s'avança vers les marches. « Tu as frappé une aînée sans défense. Tu as brisé les côtes de la femme qui porte mon âme. »« Non, s'il vous plaît !» hurla Bianca alors que Kiran montait sur la terrasse. « C'était une erreur. Sarafina n'est personne. C'est juste une servante. Elle est sans loup. Elle est votre reine, » beugla Kiran. La déclaration resta en suspens dans l'air. Kiran se retourna vers Sarafina. Il n'attendit pas qu'elle marche vers lui. Il retourna dans le jardin, la souleva dans ses bras, comme une mariée, comme si elle ne pesait rien, et regarda son bêta. « Tobias, » ordonna Kiran, « fais venir le médecin royal maintenant, et que les gardes détiennent cette femme. » Il fit un signe de tête vers Bianca et toute sa famille. « Personne ne part tant que je n'ai pas compris pourquoi ma compagne a vécu comme une servante dans sa propre meute. » Sarafina posa sa tête contre la poitrine de Kiran. Elle pouvait entendre son cœur battre, un rythme régulier et puissant. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait pas froid. « Je te tiens », murmura Kiran dans ses cheveux, alors qu'il la portait vers le grand hall, la foule s'écartant comme la mer Rouge. « Je te tiens, et je ne te laisserai jamais partir. » Alors qu'il passait l'endroit où Bianca était menottée par les gardes royaux, Sarafina vit le visage de sa demi-sœur. Il était tordu de peur et de haine. Mais Sarafina ne ressentit aucune joie, seulement de l'épuisement. Elle ferma les yeux. « Ne dors pas encore, petit loup, » murmura Kiran. « La nuit ne fait que commencer. » Kiran se déplaça à travers le domaine Valentia, comme un bélier vêtu d'un smoking. Il ne prêta aucune attention aux centaines de visages stupéfaits, aux flûtes de champagne tombées, ni aux chuchotements frénétiques qui suivaient à son passage. Son monde entier s'était réduit au léger poids dans ses bras et à la respiration courte et douloureuse contre sa poitrine. Il transporta Sarafina au-delà des cordons de velours gardant l'aile royale, une zone interdite à quiconque en dehors de la lignée directe et de leurs protecteurs assermentés. Tobias, son bêta, était déjà au téléphone, aboyant des ordres pour sécuriser le périmètre et convoquer le docteur Eris Thorne, le médecin royal réputé pour son expertise en traumatologie et en conditions lycanthropiques rares. Kiran ouvrit la porte de la suite principale d'un coup de pied, sa suite. C'était un espace dominé par l'acajou sombre, les soies indigo profondes, et un immense lit à baldaquin digne d'un roi. Il déposa doucement Sarafina sur la couette en coton égyptien. Le contraste saisissant entre le luxe de la literie et le blazer de serveur trop grand et couvert de boue qu'elle portait fit grogner furieusement son loup dans son esprit. Ils ont traité notre reine comme un déchet. « Ne me laisse pas, » murmura Sarafina, ses yeux s'ouvrant en papillonnant. Ils étaient sans focus, vitreux de douleur. « Jamais, » jura Kiran, s'agenouillant à côté du lit et prenant sa petite main froide dans les siennes. Son aura alpha, habituellement une arme terrifiante utilisée pour dominer, s'adoucit en une couverture chaude et enveloppante conçue pour l'apaiser. « Je suis juste là. Tu es en sécurité maintenant, Sarafina. Personne ne te fera plus jamais de mal. » La porte s'ouvrit violemment, laissant entrer le docteur Thorne, un homme aux cheveux gris et aux yeux vifs et intelligents, suivi de près par la reine Isidora. Isidora avait refusé d'être séparée de la jeune fille. Dans le court laps de temps qu'il a fallu pour traverser le domaine, Tobias avait réussi à mettre un châle chaud autour de la reine-mère.
mais elle était toujours sale. Sa présence un rappel brutal des 20 années de souffrance qu'elle avait endurées. « Mon fils », dit Isidora, sa voix plus forte maintenant, alimentée par l'adrénaline et l'instinct maternel. « Laisse le docteur travailler. Elle est forte, mais elle est blessée. » Kieran recula à contre-cœur pour permettre au Dr Thorne d'accéder, mais il refusa de lâcher la main de Sarafina. Alors que le Dr Thorne commençait à découper soigneusement le blazer en ruine et la fine blouse en dessous, Kieran dut détourner le regard. Son torse était une carte routière de la négligence. Ses côtes étaient meurtries de violet et de noir, là où le talon de Bianca avait frappé. Mais ce n'était que la blessure la plus récente. Il y avait des cicatrices plus anciennes, de fines lignes blanches sur son dos, qui ressemblaient étrangement à des marques de fouet, et des brûlures sur ses avant-bras, qui suggéraient des accidents de cuisine jamais correctement soignés. Un grognement sourd et vibrant s'échappa de la gorge de Kieran. Les fenêtres de la suite tremblèrent dans leur cadre. « Contrôlez-vous, Alpha », dit sèchement le Dr Thorne, sans lever les yeux alors qu'il appliquait une pommade rafraîchissante et anesthésiante sur le flanc de Sarafina. « Votre rage fait grimper vos phéromones. Vous lui faites peur. » Kieran se figea. Il baissa les yeux et vit Sarafina tressaillir, son pouce accélérant sous son pouce. Il réprima immédiatement sa colère, forçant son énergie à devenir calme. Doucement, « Pardonne-moi, petit loup », murmura-t-il en lui baisant les doigts. « 3 côtes cassées », diagnostiqua efficacement le Dr Thorne. « Un poumon perforé est possible, mais peu probable. Malnutrition sévère, déshydratation, exposition. » Il fit une pause, son scanner planant au-dessus de son cœur. Il fronça les sourcils, de profondes rides se creusant sur son front. « Qu'est-ce que c'est ?» exigea Kieran, son cœur bondissant dans sa gorge. « Est-ce qu'elle est en train de mourir ?»« Non, Votre Majesté. C'est juste. » Le Dr Thorne tapota le scanner. « Elle a 21 ans, n'est-ce pas ? Et elle ne s'est pas transformée. Selon les registres de Silver Creek, elle est sans loup, fournit Tobias depuis l'embrasure de la porte, tablette à la main. Rétrogradée au statut d'Oméga il y a 3 ans après avoir échoué à se présenter. » Le Dr Thorne secoua lentement la tête. « Elle n'est pas sans loup. Je détecte une quantité massive d'énergie lupine latente stockée dans son noyau. C'est dense, trop dense. C'est comme si quelque chose l'emprisonnait. » Isidora s'avança, posant une main tremblante sur le front de Sarafina. La reine-mère ferma les yeux, inspirant profondément. « Ce n'est pas une cage de sa propre fabrication », murmura Isidora, ses yeux s'ouvrant pour révéler une fureur profonde qui égalait celle de son fils. Elle sent l'aconie, le tulou et autre chose. Quelque chose d'ancien conçu pour supprimer. Kieran se leva lentement. La température dans la pièce chuta de 10 degrés. « Tu dis qu'elle a été empoisonnée pour empêcher sa transformation ? Pendant des années, confirma Isidora. Quelqu'un ne voulait pas seulement qu'elle soit subjuguée, Kieran. Il voulait qu'elle soit effacée. » Kieran lâcha doucement la main de Sarafina. Il se tourna vers Tobias. Ses yeux dorés étaient dénués d'humanité. « Amenez-moi, Lydia, » commanda-t-il doucement. « Amenez-moi la fille qui a brisé les côtes de ma compagne. Amenez-les dans les cellules de détention. J'ai l'intention d'obtenir des réponses, et je me fiche de la quantité de sang que je devrais verser pour les obtenir. » Les cellules de détention sous le domaine Valencia étaient des chambres en granit insonorisées, conçues pour interroger les alphas renégats pendant les guerres. Elles étaient froides, humides, et sentaient légèrement l'eau de Javel et la vieille peur. Lydia et Bianca étaient assises sur des chaises métalliques inconfortables au centre de la cellule 3. Bianca sanglotait de manière incontrôlable, son mascara coulant sur son visage en ruisseaux noirs. Sa coûteuse robe rouge était froissée, et elle avait perdu l'un de ses talons aiguilles dans la bousculade avec les gardes. Lydia, cependant, était assise bien droite. La Luna de Silver Creek était pâle, mais elle essayait désespérément de maintenir un air de dignité outragée. Elle lissa sa jupe en soie, refusant de regarder la vitre sans teint derrière laquelle elle savait que le roi Alpha se trouvait. La lourde porte de fer grinça en s'ouvrant. Kieran n'entra pas. Il se matérialisa depuis les ombres. Il avait enlevé sa veste de smoking et retroussé les manches de sa chemise, révélant des avant-bras noueux de muscles. L'air devint instantanément lourd de sa dominance, un poids écrasant qui rendait la respiration difficile. Bianca gémit et essaya de se cacher derrière sa mère. Lydia se contenta de serrer la mâchoire. Kieran les contourna lentement comme un requin en eau peu profonde. Il ne parla pas pendant une longue et angoissante minute. Il laissa simplement sa présence éroder leur sang-froid. « Vous avez une jolie maison, Lydia », dit finalement Kieran, sa voix conversationnelle mais totalement dépourvue de chaleur. « Maman, mon bêta supervise actuellement une fouille approfondie de celle-ci.
en particulier le sous-sol où, si je comprends bien, ma reine promise a résidé ces 3 dernières années. Lydia s'éclaircit la gorge. Votre Majesté, il y a eu un terrible malentendu. Sarafina, c'est une fille troublée. Après la mort de ses parents, elle a refusé de s'intégrer. Elle préférait la solitude des niveaux inférieurs. Nous avons simplement accommodé ses souhaits. Crash! Kieran frappa du poing sur la table en métal boulonné au sol. L'acier se cabossa sous l'impact. Bianca hurla. « Ne me mentez pas !» gronda Kieran, s'approchant à un pouce du visage de Lydia. Mon médecin a trouvé des cicatrices sur son dos qui correspondent à la cravache que j'ai vue accrochée dans votre couloir sur les images de sécurité. Il a trouvé des traces d'empoisonnement à long terme au tulou dans son sang. Lydia tressaillit, sa façade se fissurant. Du tulou, c'est absurde. Pourquoi empoisonnerais-je une oméga inutile? C'est la question, n'est-ce pas? Kieran se pencha en arrière, croisant les bras. Pourquoi aller si loin pour supprimer un loup que vous prétendez ne pas exister? Pourquoi battre une fille que vous prétendez aimer? Et pourquoi? Il tourna son regard vers Bianca, qui se recroquevilla sous son poids. Votre fille s'est-elle sentie à l'aise pour agresser une aînée et briser les côtes d'un membre de la meute en public? Elle me protégeait, cria Bianca, désespérée. Sarafina est bizarre. Elle nous fixe tout le temps. Maman a dit que nous devions la maintenir à sa place, sinon elle causerait des problèmes. Tais-toi, idiote! Siffla Lydia à sa fille. Mais Kieran en avait assez entendu. Donc c'était la peur, conclut-il. Vous n'étiez pas seulement cruelle, vous aviez peur d'elle. Pourquoi? Lydia resta obstinément silencieuse, fixant le mur. Très bien, dit froidement Kieran. Tobias. Tobias entra dans la pièce, tenant un épais dossier en manille. Il l'ouvrit et commença à lire à voix haute. Les dossiers financiers de la meute de Silver Creek montrent qu'à la mort du bêta Marcus et de sa compagne, les parents de Sarafina, un important fonds en fiducie a été créé pour ses soins, devant être débloqué lors de sa première transformation. Ce fonds est actuellement vide. L'argent a été transféré au cours des 3 dernières années sur des comptes appartenant à Lydia et Bianca Thorne pour des dépenses opérationnelles, y compris des robes sur mesure, des véhicules de luxe et des rénovations domiciliaires. Kieran regarda Lydia avec un profond dégoût. Vous avez volé son héritage. Vous l'avez empoisonné pour l'empêcher de se transformer afin de pouvoir vider ses comptes. Vous l'avez asservi dans sa propre maison. Le sang-froid de Lydia vola en éclats. Nous méritions cet argent. Mon mari était l'alpha, mais Marcus a eu toute la gloire dans la guerre. On s'est retrouvés avec rien d'autre que sa gamine pourrie gâtée quand ils sont morts. Elle n'était rien, un fardeau pour nos ressources. Elle est ma compagne, dit Kieran, sa voix basse et létale. Et à partir de cet instant, vous n'êtes plus rien. Il leva la main. Le commandement royal jaillit de lui, frappant Lydia et Bianca avec une force physique. Moi, Kieran Valente, roi Alpha, retire par la présente à Lydia et Bianca Thorne tout rang et titre. Vous êtes désormais des renégates. Vous êtes exilés de toutes les terres de meute du territoire nord-américain. Si vous êtes trouvés à l'intérieur de mes frontières après le lever du soleil demain, la sentence est la mort. Non, hurla Bianca, tombant à genoux. Être une renégate était de toute façon une condamnation à mort. Cela signifiait chasser seul, être chassé par les guerriers de la meute, vivre comme un animal. Maman, fais quelque chose. Lydia avait l'air vaincue, vidée. Mais alors que le garde s'avançait pour les emmener, elle leva les yeux vers Kieran avec un étrange sourire amer. « Tu crois que tu as gagné, roi ?» cracha Lydia. « Tu crois que tu l'as sauvé? Tu viens de réveiller quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Pourquoi crois-tu que nous utilisions autant de tulou? Ce n'était pas seulement pour l'argent, c'était pour le garder endormi. »« Garder quoi endormi ?» exigea Kieran. « Demande à ta mère, » rit durement Lydia, alors qu'on la sortait de la cellule. « Demande à la vieille reine ce qu'est vraiment la lignée de Sarafina. Tu n'as pas trouvé une reine, Kieran. Tu as trouvé un monstre. » Kieran retourna en trombe à l'aile royale. Les derniers mots de Lydia lui griffèrent l'esprit. Un monstre? C'était ridicule. Sarafina était la créature la plus douce qu'il ait jamais rencontrée. Quand il entra dans la suite, l'atmosphère avait changé. L'air était épais, chargé d'électricité statique. Sarafina était réveillée, assise, appuyée contre des oreillers. Elle avait meilleure mine. Le danger immédiat était passé grâce au sérum de guérison rapide du docteur Thorne. Mais ses yeux étaient grands ouverts, dilatés, parcourant nerveusement la pièce. Isidora était assise sur une chaise près du lit, tenant une tasse de tisane. La reine-mère avait l'air transformée. Après une douche et vêtue de robes propres, bien qu'empruntée, sa majesté naturelle était revenue. Malgré son corps frêle,
Ses yeux étaient vifs, anciens et remplis d'un terrible savoir. « Kiran », dit Isidora, sa voix calme. « Ferme la porte. Scelle la pièce. Personne n'entre, pas même Tobias. » Kiran hésita, mais l'urgence dans le ton de sa mère le fit obéir. Il activa les verrous biométriques. « Qu'est-ce qui se passe ?» Lydia a dit quelque chose. Lydia est une idiote qui s'est mêlée de choses qu'elle ne comprenait pas, le coupa Isidora. Elle se tourna vers Sarafina. « Ma chère, dis-moi ce que tu ressens en ce moment. » Sarafina regarda Kiran, ses yeux implorant son réconfort. Quand il hocha la tête, elle murmura « Ça brûle à l'intérieur, comme des charbons ardents dans mon estomac, et j'entends les choses trop fort. Les battements de cœur, la climatisation, ça fait mal. Le Tulu quitte son système. » expliqua Isidora à Kiran. La suppression se brise. 10 ans d'énergie refoulée essaient de faire surface d'un seul coup. Kiran se déplaça vers le lit, s'asseyant sur le bord. « Tu te transformes. Mais Thorn a dit que tu étais trop faible. » « Elle ne fait pas que se transformer, Kiran, » dit gravement Isidora. Elle tendit la main et toucha une petite marque de naissance, presque invisible sur la nuque de Sarafina, un croissant de lune coupé en deux par une ligne déchiquetée. Isidora regarda son fils, ses yeux dorés sombres. « Sais-tu pourquoi je me suis enfuie il y a 20 ans ? Pourquoi j'ai laissé tout le monde croire que j'étais morte ou folle ? À cause des assassins qui ont tué père, » dit Kiran. « Non, la mort de ton père était une tragédie, mais j'aurais pu les combattre. Je me suis enfuie parce que j'ai découvert ce que la faction des renégats chassait réellement. Quelque chose de bien plus dangereux qu'un coup d'état politique. » Isidora désigna Sarafina. Ils chassèrent sa lignée. Sarafina se recroquevilla contre les oreillers. « Ma lignée ? Mes parents n'étaient que des bêtas. Tes parents adoptifs étaient des bêtas, » corrigea doucement Isidora. « Des âmes courageuses qui t'ont recueilli lorsque tes vrais parents ont été massacrés. » Kiran sentit un frisson lui parcourir l'échine. « Mère, parle clairement. Qui est-elle » Isidora prit une profonde inspiration. Avant la formation des grandes meutes, avant qu'il y ait des rois alpha, il y avait les gardiens, les lunars umbra, les loups de l'ombre de la lune. Le souffle de Kiran se coupa. C'est un mythe, une histoire pour enfants sur des loups guerriers vêtus de fourrure noire pure qui servaient directement la déesse de la lune. Ils se sont éteints il y a des siècles. Ils ne se sont pas éteints. Ils se sont cachés parce que leur pouvoir était trop grand, trop déstabilisant pour les meutes ordinaires. Leurs loups sont plus grands, plus rapides et immunisés au commandement alpha. Ils sont nés protecteurs, mais s'ils ne sont pas entraînés ou s'ils sont réprimés trop longtemps... Isidora s'interrompit, regardant Sarafina avec inquiétude. « Ils deviennent incontrôlables, » termina Kiran, l'horreur l'envahissant. Soudain, Sarafina hurla. Ce n'était pas un cri humain, c'était un son guttural et déchirant. Son dos s'arqua violemment hors du lit. Le bruit d'os qui se brise résonna dans la pièce silencieuse. Pas brisé par un coup de pied cette fois, mais se brisant et se reformant de l'intérieur. « Ça arrive !» s'écria le docteur Thorn depuis le coin où il surveillait l'équipement. Ses signes vitaux explosent. Sa température corporelle est de 43 degrés. « Kiran, tu dois la tenir !» ordonna Isidora, se levant avec une force surprenante. « Elle a besoin de ton odeur. Elle a besoin d'un ancrage. Si elle se transforme seule, terrifiée et dans la douleur, le loup de l'ombre de la lune prendra le contrôle total. Il verra tout comme une menace. Même toi. » Sarafina retomba sur le matelas, se tordant. Une fourrure sombre et rêche jaillissait déjà le long de ses bras, déchirant la blouse médicale. Sa mâchoire se distendait, ses cris humains se transformant en grognements de pure agonie et de rage. Les mots de Lydia résonnèrent à nouveau. « Tu as trouvé un monstre. » Kiran n'hésita pas. Il monta sur le lit, serrant le corps à moitié transformé et se débattant de Sarafina contre le sien. Il fit éclater sa propre aura alpha, non pas pour la dominer, mais pour l'englober, l'enveloppant de son pouvoir, de son odeur de pluie et d'ozone. « Je te tiens !» rugit-il par-dessus ses cris, enfouissant son visage dans son cou, où la fourrure s'épaississait. « Regarde-moi, Sarafina. Concentre-toi sur moi. Tu es ma compagne. Tu es ma reine. Tu n'es pas un monstre. » Les yeux de Sarafina, maintenant entièrement noirs sans blanc, se fixèrent sur les siens. Le grognement profond dans sa poitrine se brisa. Pendant une seconde, l'intellect humain lutta avec la bête ancienne et torturée qui remontait à la surface. Puis, avec un dernier hurlement fracassant, qui fit exploser les fenêtres renforcées de la suite royale, la transformation l'emporta. Le silence qui suivit le hurlement était plus terrifiant que le bruit lui-même. Le verre renforcé des fenêtres du sol au plafond gisait en éclats scintillants sur les tapis persans. Le vent froid de la nuit venant de la forêt s'engouffra dans la suite,
faisant tournoyer les rideaux et éteignant les bougies. Kiran fut projeté contre la lourde armoire en chêne par la seule force de la libération d'énergie. Il gémit, secouant la tête pour éclaircir le sifflement dans ses oreilles. Son instinct alpha lui hurlait « Danger! Prédateur! Combat !» Il força ses yeux à s'ouvrir. Là où Sarafina s'était tordue sur le lit, une créature se tenait maintenant. Elle était massive. Un loup des bois normal mesure peut-être 75 cm au garrot. Les loups alpha comme Kiran étaient plus grands, approchant les 1,20 m. Mais ça, c'était quelque chose sorti d'un cauchemar ou d'une légende. Le loup debout sur le matelas mesurait près de 1,50 m au garrot. Sa fourrure n'était pas seulement noire, elle était comme un vide, absorbant la faible lumière du couloir plutôt que de la réfléchir. Elle semblait faite d'ombre et de fumée solidifiée en muscles et en crocs. « Ne bouge pas », murmura Isidora. Elle était plaquée contre le mur du fond, un bras protecteur sur la poitrine du docteur Thorne. « Ne fais pas de bruit. » Le loup de l'ombre de la lune baissa sa tête massive, reniflant l'air. Ses oreilles, touffues de longs poils noirs, pivotèrent vers la porte. Il laissa échapper un grondement sourd qui fit vibrer le plancher. Puis, il tourna ses yeux vers Kiran. Ce n'étaient plus les 12 yeux noisettes de Sarafina, ni les yeux humains dont Kiran était tombé amoureux. C'étaient 2 bassins d'obsidienne bordés d'une terrifiante lumière violette électrique. Il n'y avait aucune reconnaissance en eux, seulement l'instinct. « Sarafina », dit doucement Kiran, levant les mains, paumes ouvertes. « C'est moi. » Le loup gronda, exposant des dents qui ressemblaient à des poignards dentelés. Il s'accroupit, les muscles se bandant sous son épais pelage, prêt à bondir. « Elle ne te reconnaît pas, Kiran », siffla le docteur Thorne, la panique perçant sa voix. La douleur de la transformation a relégué son esprit au second plan. C'est l'instinct pur. Si tu approches, elle te tuera. C'est ma compagne, dit Kiran, sa voix toujours calme. Elle ne me tuera pas. Il fit un pas en avant. Le loup bondit. Ce fut un éclair d'ombre. Kiran eut à peine le temps de déplacer son poids avant que la bête massive ne le plaque contre l'armoire. Le bois craqua derrière lui. D'énormes pattes lourdes comme des enclumes s'abattirent sur sa poitrine, immobilisant ses bras. Une haleine chaude et humide déferla sur son visage. Les mâchoires du loup claquèrent à quelques centimètres de sa gorge. Kiran ne se défendit pas. S'il se transformait, s'il répondait à son agression par l'agression, la pièce se transformerait en abattoir et il pourrait la blesser. « Regarde-moi », ordonna Kiran, fixant droit dans les yeux bordés de violet. Il déversa chaque once de son amour, de son adoration et de sa soumission dans le lien. « Je suis à toi. Tu es en sécurité. » Le loup se figea. Les mâchoires planèrent au-dessus de sa jugulaire. Une goutte de salive atterrit sur la clavicule de Kiran. Soudain, le couloir éclata de bruit. « Sécurisez le roi. Brèche dans la suite royale. » La porte fut défoncée. Une escouade de 12 gardes royaux, vêtus d'un équipement tactique et armés de fusils tranquillisants chargés de tulous à haute dose, fit irruption dans la pièce. Le loup de l'ombre de la lune tourna la tête, grondant contre les intrus. Il relâcha Kiran et se tourna pour faire face à la menace, ses poils se hérissant comme des pointes le long de sa colonne vertébrale. Il semblait prêt à déchiqueter toute l'escouade. « Feu !» cria le capitaine de la garde, levant son fusil. « Arrêtez !» rugit Kiran. Le commandement était si puissant qu'il fit physiquement chanceler les gardes. Ils se figèrent, les doigts planant sur les gâchettes. Kiran se releva péniblement, plaçant son corps directement entre le loup monstrueux et les gardes armés. Il étendit les bras, protégeant la bête qui venait d'essayer de le tuer. « Si l'un de vous tire une fléchette, » gronda Kiran, ses yeux dorés brillant d'une intention mortelle, « je vous arracherai la gorge avec mes dents humaines. »« Mais votre majesté, » balbutia le capitaine, fixant le loup noir géant qui se profilait derrière le roi. « Cette chose est un monstre. C'est une menace pour ce monstre, » cracha Kiran en retournant le mot. « Et votre reine ?» Un silence stupéfait tomba sur la pièce. Les gardes baissèrent leurs armes, la confusion luttant avec le devoir. Kiran tourna le dos aux hommes armés, exposant sa colonne vertébrale sans défense, et fit de nouveau face au loup. Sarafina, ou le loup qu'elle était devenue, tremblait. L'agressivité s'estompait, remplacée par la confusion. Elle regarda les gardes, puis la fenêtre brisée, puis ses propres pattes massives. Elle laissa échapper un gémissement aigu, un son de pure terreur. Elle recula, renversant une lourde lampe. Elle était trop grande pour la pièce. Elle se sentait piégée. Doucement, roucoula Kiran, s'approchant à nouveau d'elle. « Je sais que c'est effrayant. Tu es grande, tu es puissante, mais tu es magnifique. » Il s'arrêta à 2 pieds de distance. Lentement, délibérément,
Kiran inclina la tête sur le côté, offrant son cou, le signe ultime de soumission chez les loups. Il était le roi Alpha, le souverain du continent, et il s'inclinait devant elle. « J'ai confiance en toi », murmura-t-il. Le loup géant se pencha en avant. Elle renifla son cou, son effroi touchant le point de son pouls. Elle prit une profonde inspiration, inhalant l'odeur de pluie et d'ozone. Un frisson parcourut sa carcasse massive. La lumière violette dans ses yeux s'estompa, les laissant d'un noir profond et mélancolique. Elle lécha la mâchoire de Kiran, une langue rêche et râpeuse qui faillit lui arracher la peau. « La voilà », pleura doucement Isidora depuis le coin. Les jambes de Sarafina cédèrent. Le contre-coup de l'adrénaline la frappa d'un seul coup. Elle s'effondra sur le tapis, une montagne de fourrure noire, gémissant doucement. Kiran fut sur elle en un instant, enfouissant ses mains dans sa fourrure épaisse. « Dr Thorne, videz la pièce, faites sortir les gardes et apportez-moi des couvertures, des douzaines. » Alors que la pièce se vidait, ne laissant que Kiran, sa mère et le médecin, Kiran s'assit sur le sol, berçant la tête massive du loup sur ses genoux. « Dors, mon amour », murmura-t-il en lui caressant les oreilles. « Je garderai la porte. » Sarafina se réveilla à l'odeur de bois de santal et de pluie. Son corps était différent, plus lourd, mais vibrant d'un nouveau pouvoir terrifiant. C'était comme si son sang avait été remplacé par du mercure liquide. Elle cligna des yeux. Elle n'était plus dans les quartiers des serviteurs. Elle était dans l'aile de convalescence royale, nichée sous une couette qui coûtait plus cher que tous les revenus de sa vie. Kiran dormait sur la chaise à côté de son lit, sa main serrant la sienne si fort que ses articulations étaient teintées blanches. « Il n'a pas bougé depuis 6 heures », dit une voix douce depuis les ombres. Sarafina se tourna pour voir la reine Isidora debout près de la fenêtre. La reine-mère avait l'air royale maintenant, la saleté lavée, vêtue d'une robe de velours, mais ses yeux étaient tristes. « Votre Majesté », râla Sarafina, essayant de s'asseoir. « Isidora, s'il te plaît », corrigea doucement la femme plus âgée. Elle s'approcha et versa un verre d'eau. « Tu m'as sauvé la vie, enfant. Et la nuit dernière, tu as révélé exactement pourquoi tu en as été capable. » Sarafina prit l'eau, ses mains tremblantes. « Je me suis transformée en monstre. Je l'ai vu dans le reflet du verre avant qu'il ne se brise. Je ressemblais à un démon. »« Pas un démon, » murmura Kiran. Il s'était réveillé instantanément, ses yeux dorés se fixant sur les siens. Il lui serra la main. « Un gardien, un loup de l'ombre de la lune, la race la plus rare de notre histoire. Rare signifie généralement dangereux, » murmura Sarafina. « Seulement pour ceux qui ont quelque chose à cacher, » dit sombrement Kiran. « Et en ce moment, tout le conseil est terrifié. » Les lourdes portes en chêne de la chambre s'ouvrirent en grinçant. Tobias, le bêta, entra. Il avait l'air pâle, la sueur perlant sur son front. « Kiran, » dit Tobias avec urgence. « Tu dois venir maintenant. C'est le haut conseiller Fiona. Il a convoqué un tribunal d'urgence dans le grand hall. Il a amené les exécuteurs. » Kiran se leva, son visage se durcissant en un masque de fureur froide. « Il n'a aucune autorité pour convoquer des exécuteurs chez moi. Il cite la loi sur l'abomination, » dit doucement Tobias, regardant Sarafina avec pitié. « Il prétend qu'une menace de classe 5 s'est manifestée. Il est ici pour sanctionner une terminaison. » Le sang de Sarafina se glaça. « Terminaison, exécution, sur mon cadavre, » gronda Kiran. L'air dans la pièce crépita de sa puissance alpha, faisant trembler les cadres sur les murs. « J'arracherai la tête de Fiona avant qu'il ne la touche. »« Non, » dit Sarafina. Le mot était calme, mais il portait un étrange poids résonnant. Ce n'était pas seulement sa voix, c'était la voix du loup en elle. Kiran et Tobias tressaillirent tous les deux. Sarafina fit pivoter ses jambes hors du lit. La douleur de ses côtes cassées avait disparu, guérie par la transformation. Elle se sentait plus forte qu'elle ne l'avait jamais été de sa vie. « J'ai passé 3 ans à me cacher dans un sous-sol, laissant Lydia et Bianca me traiter comme un déchet parce que je pensais que je n'étais rien, » dit Sarafina en se levant. Elle attrapa une robe de soie au bout du lit et l'enfila comme une armure. « Je ne me cache plus. Si ce Fiona veut me tuer, il peut me regarder dans les yeux quand il essaiera. » Kiran la regarda, sa colère se transformant en une fierté féroce. Il lui offrit son bras. « Alors, allons leur présenter leur reine. » Le grand hall était silencieux comme une tombe. À la longue table d'obsidienne siégeaient les 7 anciens du conseil. À la tête siégeait Fiona. C'était un homme qui ressemblait à un vautour dans un costume sur mesure, chauve, au nez pointu, avec des yeux qui ne contenaient aucune chaleur. Derrière lui se tenaient 12 exécuteurs, des soldats d'élite vêtus d'une armure d'argent, tenant des lances à pointe de Tulou. Quand Kiran entra, les anciens se tortillèrent, mal à l'aise. Quand Sarafina entra, la température de la pièce sembla chuter de 10 degrés. « Tu es assise sur ma chaise, Fiona. »
dit Kiran, sa voix résonnant contre les murs de pierre. « Bouge avant que je ne te bouge. » Fiona ne s'y a pas. Il resta assis, joignant les doigts. « Ce n'est pas une visite de courtoisie, jeune roi. C'est un tribunal. Nous sommes ici pour nous occuper de la créature qui se tient à tes côtés. Son nom est Sarafina, annonça Isidora, sortant de derrière son fils. Les yeux de Fiona s'écarquillèrent légèrement. Isidora. Alors les rumeurs étaient vraies. La reine folle est de retour. Je n'étais pas folle, dit Isidora froidement. J'étais traquée par la même faction de renégats que tu étais censée éliminer, Fiona. Ou les as-tu simplement payés pour qu'ils regardent ailleurs? Fais attention, siffla Fiona. Il tourna son regard vers Sarafina. Nous sommes ici pour la fille. La nuit dernière, les relevés d'énergie ont confirmé une signature d'ombre de lune. Tu connais la loi, Kiran. Cette lignée est instable. Elle est sujette à la soif de sang. On ne peut pas lui permettre d'exister. Elle a sauvé ma mère, argumenta Kiran en frappant la table de sa main. Elle a montré plus d'honneur en 24 heures que ce conseil en 20 ans. C'est une bombe à retardement. Fiona se leva, pointant un doigt vers Sarafina. Regarde-la. Elle ne sait même pas qui elle est. C'est une errante, une orpheline au sang souillé. Mes parents étaient de bonnes personnes, prit la parole Sarafina. Sa voix était calme, coupant à travers les cris. Ils étaient des bêtas de la meute de Silver Creek. Ils sont morts en héros dans la guerre des renégats. Fiona rit. C'était un son sec et cruel. C'est ce qu'ils t'ont dit? Fiona sourit, regardant les autres anciens. Oh, c'est riche. La pauvre petite orpheline. Il regarda de nouveau Sarafina, ses yeux brillants de malice. Tes parents ne sont pas morts dans la guerre, ma chère. Ils ont été exécutés. La pièce devint silencieuse. Sarafina sentit le sol vaciller sous ses pieds. Quoi? Le Beta-Silus et sa compagne, dit Fiona, savourant chaque mot. On a découvert qu'ils portaient le gène récessif du gardien. Nous leur avons ordonné de te livrer pour étude. Ils ont refusé. Ils ont essayé de s'enfuir. Fiona se pencha en avant, sa voix baissant à un murmure qui traversa la pièce. J'ai signé l'ordre moi-même. Nous les avons traqués comme des chiens dans la forêt. Ton père a supplié pour ta vie avant que mes exécuteurs ne lui arrachent la gorge. Nous pensions que le bébé était mort dans le chaos. Dommage que nous en ayons manqué un. Un rugissement déchira le hall. Mais il ne venait pas de Kiran. Il venait de Sarafina. Ses yeux s'inondèrent de lumière violette. Les ombres dans la pièce commencèrent à s'étirer et à se tordre, répondant à sa rage. Les exécuteurs levèrent leurs lances, terrifiés. « Vous les avez tués », murmura Sarafina. La voix était déformée, superposée au grognement de la bête. « Et maintenant je vais finir le travail. » Fiona fit signe aux gardes. « Exécuteurs, elle se manifeste. Terminez-la. Baissez les armes !» beugla Kiran, tirant une épée d'argent du support mural. Il se plaça devant Sarafina. « Le premier qui bouge meurt. C'est la loi !» cria Fiona. « Sauf si... » Il fit une pause, un sourire méchant se dessinant sur ses lèvres. « Sauf si elle revendique le droit des anciens. » Kiran se figea. Il se retourna vers Sarafina, la terreur dans les yeux. « Non, Fiona, ne fais pas ça. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Sarafina, ses yeux violets se fixant sur Fiona. « La caverne des âmes, » dit Fiona, une épreuve ancienne. « Si tu es vraiment une gardienne envoyée par la déesse, les esprits de la caverne te reconnaîtront et te laisseront passer. Tu seras purifié et ton rang sera absolu. Même moi, je devrais m'incliner. Et si j'échoue, alors les esprits consumeront ton esprit. Tu seras piégé dans un cauchemar pour l'éternité, pendant que ton corps se transformera en pierre. » Fiona haussa les épaules. « Ton père a demandé l'épreuve pour se sauver. Il a duré 3 minutes. Sarafina, tu ne peux pas, » plaida Kiran en lui attrapant les épaules. « Personne n'a survécu à la caverne en 400 ans. C'est une condamnation à mort conçue par eux pour effacer les gens comme toi. » Sarafina regarda Kiran. Elle vit la peur dans ses yeux, la peur de la perdre. Puis elle regarda Fiona, l'homme qui avait assassiné ses parents et en avait ri. Elle réalisa quelque chose. Tant qu'elle n'était qu'une compagne ou un loup, Fiona ne cesserait jamais de la pourchasser. Il enverrait des assassins. Il utiliserait la politique. Il détruirait le règne de Kiran pour l'atteindre. Pour être en sécurité, elle ne pouvait pas être seulement une reine. Elle devait être une déesse. Elle retira doucement les mains de Kiran de ses épaules. Elle s'avança, les ombres tourbillonnant autour de ses chevilles comme des animaux de compagnie obéissants. « J'accepte », dit Sarafina. « Sarafina !» cria Kiran. « J'accepte ton défi, Fiona », dit-elle, sa voix résonnant d'autorité. « Prépare la caverne. Ce soir, je marcherai dans les ténèbres. Et quand j'en sortirai, » elle laissa ses yeux s'embraser de violet une dernière fois, faisant reculer Fiona de peur. « Je viendrai chercher ta tête. » Quelle fin à suspense. Sarafina vient d'accepter l'épreuve la plus mortelle de l'histoire des loups-garous.
sachant que l'homme qui a tué ses parents l'observe et attend qu'elle échoue. Voici ma question pour vous. Pensez-vous que Sarafina a fait le bon choix en acceptant l'épreuve? Ou est-elle simplement tombée dans le piège de Fiona? Aimez cette vidéo si vous êtes de l'équipe Sarafina et commentez karma ci-dessous si vous voulez voir Fiona recevoir ce qu'il mérite. À la prochaine. Allah.